pense. Voilà. Ça va aller avec la tasse de quinquennat. Oui. D'accord, donnez-moi votre tasse, je vais vous servir pendant qu'on sera en train de discuter. Tout à fait. Alors, Marie Faldiao et donc du HCR, vous êtes dans le cabinet communication, c'est ça? Exactement, oui. Très bien. Alors, comme Sarah l'a si bien dit, ce matin, on démarre la célébration pour la journée internationale, la journée africaine des réfugiés, et demain, ce sera la journée mondiale. Et est-ce que vous pouvez nous faire le point sur cette journée? Sous quel signe est-elle célébrée cette année, la journée mondiale d'abord? La journée mondiale, voilà. Donc la journée mondiale du réfugié, en fait, va être célébrée sous le thème une famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. En général, on rajoute même le mot seul. Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop, pour montrer l'importance de ce phénomène. Alors la journée mondiale, à la base, c'était une journée africaine organisée par l'OUA de l'époque, et c'est en 2001 que l'Assemblée générale des Nations Unies a estimé que c'était vraiment une journée importante. Merci beaucoup. La tasse est prête? Oui, merci beaucoup. Donc on a estimé que c'était une journée qui devait vraiment passer au plan mondial, parce que vraiment c'est des personnes vulnérables qui auraient besoin de plus de soutien. De soutien et de compassion de la part du grand public. Alors, immédiat stress, et pour entrer dans le vif du sujet, on va découvrir un extrait d'un film justement qui a été traité par vos soins, par le HCR, sur les réfugiés mauritaniens au Sénégal. Si l'élément est prêt, on le découvre tout de suite. Au commencement, ils étaient plus de 40 000 personnes, en majorité des négros mauritaniens, ayant fui leur pays à la suite d'affrontements meurtriers entre communautés en Mauritanie et au Sénégal en avril 1989. Les conséquences de cette situation sont connues. Des milliers de réfugiés, notamment des Noirs assimilés à des Sénégalais, ont ainsi dû venir occuper le nord Sénégal et une partie du Mali. Après plus de 2 décennies sur le territoire sénégalais, le rapatriement volontaire de ces réfugiés a été organisé entre 2008 et 2012. En revanche, plus de 12 000 d'entre ces réfugiés ont choisi de faire du Sénégal leur terre d'accueil. Ces 12 000-là demandent à être réintégrés localement. La réintégration locale, ça veut dire qu'il fait bon vivre au Sénégal. Il côtoie les populations hautes qui sont dans la vallée, Podor, Dodel, Dagana, ainsi de suite. Donc ce que le HCR veut faire, parce que l'intégration locale, c'est une solution durable, une des solutions durables, en plus du rapatriement et de la réinstallation. Dans ces conditions, le gouvernement veut mettre à disposition de ces réfugiés des terres pour qu'ils puissent cultiver. Et nous, en tant que HCR, ce que nous apportons, c'est que ces réfugiés-là puissent avoir l'éducation, puissent avoir aussi la santé et des activités génératrices de revenus. Ça veut dire quoi? Par exemple, les femmes font du maraîchage, les femmes font de la teinture, et les hommes, par exemple, au niveau de la riziculture, cultivent le riz et ils le mettent dans des magasins pour attendre la période de soudure, pour que les prix des denrées montent un peu. Comme ça, ils peuvent avoir un revenu conséquent qui est le fruit de leur labeur. Et l'une des premières actions du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR a été de leur permettre d'obtenir des papiers d'identité en vue d'une intégration légale. La protection juridique des réfugiés passe principalement par la documentation. Donc le HCR accompagne le gouvernement sénégalais dans la production et la distribution de cartes d'identité de réfugiés à tous ceux qui sont présents sur le territoire sénégalais. Et ces cartes d'identité ont la même valeur juridique et octroient exactement les mêmes droits que la carte d'identité nationale sénégalaise aux réfugiés qui vivent au Sénégal, sauf le droit de vote. Dans ce cadre, ils ont bénéficié d'un programme d'insertion locale appuyé par le HCR et ses partenaires. Parmi les candidats à l'intégration locale figure Ibrahima Diallo. Il cultive depuis peu un champ de riz de 20 hectares sur une base consensuelle avec la population locale. La terre appartient aux Sénégalais. Ils ont apporté les terres et nous le financement. Alors nous nous sommes mis ensemble.
Le HCR a assuré l'aménagement de 20 hectares et nous a donné des intrants agricoles et des engrais, notamment 60 sacs de semences de 40 kg, 120 sacs d'engrais et des machines. Au niveau de l'intégration économique, nous menons des activités, nous appuyons, n'est-ce pas, donc, à travers le partenaire opérationnel qui est OFADEF, nous appuyons les réfugiés à devenir autosuffisants. La troisième dimension de l'intégration locale, c'est l'intégration socio-culturelle. Donc cette dimension prend en compte, n'est-ce pas, les aspects liés à la santé, à l'éducation, à tout ce qui est appui aux vulnérables. Comme Diallo, ils sont ainsi nombreux à bénéficier. Voilà donc ce reportage qui campe davantage le débat en ce qui concerne la situation des réfugiés mauritaniens suite au conflit entre le Sénégal et la Mauritanie. C'était en 1989. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous faire le point de ceux-là qui ont décidé de rester ici au Sénégal? Comment vont-ils Enfin, ils ont décidé. Ils ont décidé. Toutes les décisions sont libres, que ce soit pour le rapatriement volontaire ou pour l'intégration locale. Nous respectons totalement le choix des réfugiés. Donc, dans le cadre du rapatriement volontaire, c'est complètement libre et volontaire. Du rapatriement volontaire, oui. C'est complètement libre. Et tout ce que le HCR fait, c'est accompagner les réfugiés jusqu'à leur pays d'origine. Et on s'assure que le HCR, qui se trouve également dans le pays d'origine, puisse les accompagner pendant une période d'au moins 1 an, les remettre un peu dans des conditions correctes pour qu'ils puissent se rétablir. Mais on a une bonne partie des réfugiés mauritaniens qui a choisi de rester avec nous. À peu près 13 000, entre 12 000 et 13 000. Au départ, ils étaient 40 000, c'est ça? Oui. Donc, il y en a 25 000 qui sont rentrés entre 2008 et 2012. Mais là, on en a encore à peu près 12 ou 13 000 qui vivent parmi nous. Et c'est très difficile de distinguer un réfugié mauritanien d'un Sénégalais. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le conflit a été vraiment difficile. Très difficile. Parce qu'effectivement, c'est des gens qui ont des attaches familiales ici. Exactement. Et qui sont pourtant mauritaniens. Voilà. Et en plus, on a les mêmes noms de famille en général. Ndiaye, Fall, physiquement, on se ressemble. Ils parlent exactement le même poulard que les Sénégalais qui vivent dans la région du fleuve. Donc c'est très très difficile de les distinguer. C'est pas comme un Gambien par exemple qui va écrire Ndiaye d'une certaine façon, ou si je l'entends parler Wolof, je saurais qu'il n'est pas forcément sénégalais. Il y a une certaine différence au niveau de l'intonation. Exactement. Mais pour le poulard, il y a vraiment... C'est peut-être parce que je suis pas poulard aussi, mais je sais mais c'est exactement... C'est vrai, je confirme ce que vous dites. C'est très difficile. Alors évidemment, cela nous amène dans le fond du problème des réfugiés. C'est tout simplement l'ostracisme. L'ostracisme et puis le repli identitaire. D'ailleurs, c'est comme par hasard, notre deuxième invité aussi va parler de ce repli identitaire-là sous la forme d'un roman. C'est vrai qu'ici, c'est pas du tout un roman. Alors, le statut du réfugié, Mariama Marifal Diaw, il faut qu'on en parle quand même. C'est un statut assez ambigu. Même les textes de loi qui existent ne sont pas arrivés à départager évidemment le statut. Qu'en est-il et que fait le HCR et aujourd'hui le système des Nations Unies pour véritablement lui permettre quand même de se sentir à quelqu'un avec un grand cul, c'est avec quelqu'un. Donc vous imaginez déjà qu'un réfugié c'est pas une condition facile et la responsabilité première en fait revient aux États. Donc il y a des conventions que les États signent au niveau des Nations Unies pour justement dire que d'accord, nos lois vont permettre aux réfugiés de se sentir bien chez nous et le Sénégal vraiment, et c'est pas parce que je suis sénégalaise, mais le Sénégal est un pays exemplaire vraiment sur ce plan. Il a signé toutes les conventions liées au statut de réfugié et le Sénégal fait beaucoup d'efforts pour les réfugiés, notamment parce que la protection des réfugiés passe principalement par l'identification, parce que sans carte d'identité, ni vous ni moi, nous ne pouvons rien faire. On peut pas voyager, on peut pas ouvrir un compte bancaire, on peut pas... Ni même aller voter. Ah non, surtout pas. On est très limité. Voilà, on peut rien faire. En fait, on n'existe pas. On est un fantôme. Donc ça, c'est la première des choses. Et l'État du Sénégal vraiment nous aide sur ce plan-là. Et le HCR, en fait, il vient en appui au gouvernement du Sénégal. Mais ces réfugiés-là sont d'abord sous la protection du gouvernement qui les accueille, que ce soit le Sénégal ou n'importe quel autre pays qui aurait signé une convention. Ce sont eux qui sont responsables des réfugiés. Et le HCR vient en appui. Et puis, nous avons aussi les agences sœurs des Nations Unies, l'UNICEF, des fois en matière d'éducation, le PAM, dans certaines crises comme la crise au Mali. Le PAM nous a beaucoup aidé pour fournir de la nourriture aux réfugiés. Donc, c'est vraiment un ensemble.
C'est vraiment un ensemble. Mais la première des choses, comme je disais tout de suite, c'est la protection juridique. Et après ça, comme vous l'avez vu au niveau de la vidéo et comme le représentant a insisté sur ce plan-là, il faut qu'on aide les réfugiés à s'intégrer. S'ils décident de rester, par exemple, dans un pays, ils ne peuvent pas rester dans leur coin et dire « Oh, je suis réfugié ». Il ne faut pas les marginaliser. Non, pas du tout. Il faut qu'ils aient les moyens de vivre une vie normale. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait dans ce sens-là, on essaie de leur donner le maximum de formation possible selon leur centre d'intérêt et puis selon les localités surtout. Parce que des fois, vous avez des réfugiés urbains, donc qui vivent en ville. Eux, ce sont des gens qui vont à l'université, des gens qui ont des formations spécifiques. Et ensuite, vous avez les réfugiés ruraux. Donc, eux, ils ont des activités agro-pastorales, comme vous venez de voir. Donc, ce sont des gens qui ont des besoins différents. Donc, selon les besoins et selon les endroits où ils évoluent, nous faisons tout pour les accompagner, pour qu'ils puissent se prendre en charge leur famille et qu'ils ne dépendent pas du HR. En fait, nous, on ne veut pas qu'ils dépendent pas de situation de dépendance. Voilà, c'est vraiment pas notre objectif. L'idéal, c'est évidemment que ces réfugiés puissent être indépendants. Voilà, c'est cela qui assure aussi une meilleure intégration. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, on a un flux important de réfugiés? On sait qu'il y a des zones de tension un peu partout. Il y en a eu au Mali, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique. Est-ce au Nigeria, pour des problèmes de langue, peut-être un réfugié nigérien mais il doit en avoir au Sénégal. Détrompez-vous, on a du tout, des Sri Lankais, on a du tout, on a du tout, oui. Mais en majorité des Mauritaniens, on avait des Rwandais, des Ivoiriens, effectivement. Il y a beaucoup aussi d'Ivoiriens au niveau du Ghana et du Libéria. Donc logiquement, ils vont dans les pays les plus proches pour ne pas voyager, parce que c'est déjà difficile de tout laisser derrière soi et de partir. Donc c'est des gens qui vont dans les pays limitrophes. Donc pour la crise au Mali, par exemple, ils étaient plus au Niger, en Mauritanie et puis au Burkina Faso, parce que c'était au nord du Mali. Si c'était vers le sud, on aurait certainement eu plus de Maliens que ça. Et aussi la précision que je voulais vous apporter, c'est que le HR en fait ne décide pas de qui est réfugié ou pas. Quand ils arrivent dans un État, c'est l'État qui décide. C'était d'ailleurs ma prochaine question, parce que l'occasion fait souvent le larron. Il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons multiples, quittent leur pays, peut-être parfois même ils sont des prisonniers en fuite, ils viennent et puis après ils disent voilà, je suis réfugié. Comment vous faites la distinction? Donc c'est l'État vraiment, vous laissez à l'État le soin de oui, l'État est souverain. Oui, le HR n'a nullement le droit de décider à la place de l'État qui est réfugié ou pas. Mais ça dépend des situations. Par exemple, la situation des Mauritaniens, c'était vraiment un afflux massif. Donc, on ne pouvait pas faire au cas par cas. Donc, c'est toujours l'État qui décrète ce qu'on appelle un prima facie. Donc, ils sont reconnus dès leur arrivée parce qu'ils sont arrivés en très grand groupe et qu'on connaît les causes de leur départ. Mais quand les gens arrivent individuellement, à ce moment-là, ils déposent un dossier à ce qu'on appelle la CNE. C'est la Commission nationale d'éligibilité. Et ça, c'est une structure de l'État complètement indépendante. Et nous nous plions à leurs décisions. C'est eux qui décident si cette personne est effectivement reconnue réfugiée ou pas. Alors, qu'est-ce qui peut... Est-ce qu'il vous est arrivé des cas, Mariama Marifa El-Djaou, où vous décidez qu'un réfugié ne peut pas, en fait, aller, par exemple, rejoindre son pays, même lui, s'il le veut? Est-ce que vous est arrivé ce type de cas-là pour N raisons? Donc nous, la première des choses qu'on vérifie avant d'entamer un rapatriement, c'est les conditions dans le pays de retour, le pays d'origine du réfugié. Si toutes les conditions sécuritaires sont réunies, si par exemple c'était pour des problèmes de sécurité que la personne a quitté parce qu'il y avait une guerre ou quelque chose et que le calme est revenu, qu'il y a eu des élections, si c'était pour une raison politique par exemple, s'il y a eu une ou deux élections et que tout se passe bien, et que on fait des petites enquêtes sur le terrain, si on voit que tous ceux qui sont rentrés sont dans de bonnes conditions, on encourage les gens à rentrer, parce que c'est aussi difficile de vouloir se reconstruire ailleurs. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Voilà, alors avant de revenir sur les faits qui marqueront, en tout cas les événements qui marqueront cette journée-là et aussi la journée de demain, peut-être un mot sur le statut, le réfugié politique carrément. Est-ce qu'il y a une considération particulière, est-ce qu'il y a un distinguo que vous faites entre un réfugié politique et puis un autre type de réfugié? Pas forcément. Un réfugié reste un réfugié, mais je vous avoue que moi, je m'intéresse plus à la cause humanitaire, on va dire. Oui. Mais ils sont sous notre mandat. Ils ont un traitement exactement pareil à ceux des réfugiés qui quittent pour des raisons de persécution ou pour une guerre. Mais on a un droit de garder leurs informations. De toute façon, tous les réfugiés, pour tous les réfugiés, leurs informations sont vraiment gardées confidentielles parce que ce ne sont pas des gens à exposer. Mais dans les cas des réfugiés politiques,
politique, c'est encore un peu plus délicat. Alors ce matin, qu'est-ce qui va se passer pour la célébration de la journée africaine des réfugiés? Alors pour la célébration africaine, je ne sais pas exactement quelle entité va organiser des manifestations aujourd'hui, mais je sais que pour la journée mondiale, le Haut Commissariat pour les réfugiés et nos partenaires, et nos partenaires ici, notre partenaire principal c'est l'OFADEC. Donc ce sont eux qui nous aident souvent à recevoir les réfugiés, les assistants sociaux, tous ces gens-là se trouvent au niveau de l'OFADEC. Donc les réfugiés à tout moment, l'Office africain pour le développement, donc à tout moment ils ont accès à nous ou à nos collègues de l'OFADEC en cas de besoin. Et demain, on a prévu des témoignages de réfugiés. Parce qu'il n'y a pas que des histoires tristes. Hein. Il y a des réfugiés qui ont pu obtenir leur doctorat ici à l'université. Ils se marient ici? Oui. Ah oui. Oui. Ça, c'est la meilleure façon de s'intégrer. Vous voyez des gens qui ont des études doctorales et moi, je suis tellement fière quand je les vois. D'autres qui ont leur propre ONG, qui emploient des Sénégalais. Et c'est vraiment motivant, quoi. Ça nous pousse à vouloir faire plus. D'accord. Et c'est pas que de la tristesse, quoi. Oui. Et ce sera donc demain. Oui, à la Maison de la Culture, d'Outasek. À quelle heure? À partir de 10h. Et voilà. jusqu'à 15h, on aura Baba Mal avec nous pour le grand bonheur des réfugiés, principalement des Mauritaniens. Et de nous, on sera très fiers de l'avoir avec nous. Et on aura également un médecin qui va parler un peu aux réfugiés de l'hypertension. Si vous notez tel ou tel signe, rapprochez-vous d'un médecin, parce qu'ils n'ont pas forcément accès à l'information tout le temps. Et puis, ce sera intéressant. Donc, j'espère que vous allez venir. Ah oui, merci pour l'invitation. Elle va pas rater ça. Elle viendra aussi. La journée mondiale des réfugiés, ce sera donc demain. Elle a peut-être un peu plus d'écho que la journée africaine des réfugiés. Aujourd'hui, bon, on ne sait pas pourquoi. Hein, on va travailler dans ce sens. On va poser les bonnes questions. Parce que justement, on veut que ça devienne global. Voilà. Mais global, comme l'Afrique, à notre humble forcément. avis, quand même, l'Afrique doit être vraiment assez traitée de manière spéciale parce qu'il y a beaucoup de crises malheureusement sur le continent. Alors, et évidemment, il y a beaucoup de réfugiés africains aussi à travers le monde. Oui, c'est vrai. Il faut faire quelque chose de particulier. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, on en a à peu près 230 000. 230 000 réfugiés. Oh là là. Bon, merci beaucoup d'être passée sur le plateau, Madame Mariama. Marie-Fall Diao, je rappelle que vous êtes du HCR.